Mesdames, Messieurs, bonsoir. Au menu de votre émission ce soir, d'abord, enjeux et dessous du pourvoi en cassation contre l'annulation des accords en matière agricole et de pêche entre le Maroc et l'Union européenne. Et en seconde partie de l'émission, le partenariat économique entre le Maroc et la France. L'Union européenne fait donc appel de la décision de justice quant à l'annulation de 2 accords de partenariat commerciaux concernant le Sahara marocain, un peu plus d'un mois après l'arrêt du tribunal de l'UE sur les accords commerciaux et 2 semaines surtout après le discours du souverain à l'occasion de la Marche verte, une décision qui aurait été prise lors d'une réunion des ministres de développement des 27. Pour quelle suite au regard du droit international, quid du fonctionnement des institutions européennes sur le plan procédural, le pourvoi du Conseil contre les arrêts d'annulation du tribunal recèle certains enjeux, lesquels? Élément de réponse ce soir en compagnie de professeur Zakaria Boudahab, professeur de relations internationales à l'université Mohamed V de Rabat, et M. Driss Aissaoui, analyste politique. Bonsoir messieurs, merci d'être avec nous ce soir. Driss Aissaoui, peut-être un rappel des faits de cette annulation des accords commerciaux entre l'UE et le Maroc qui modifie notamment les préférences tarifaires accordées par l'UE aux produits d'origine marocaine et autres dans le domaine de la pêche durable. Vous savez, disons, c'est une annulation qui est intervenue suite à une action, un pourvoi qui a été introduit par le Polisario pour venir en annulation des accords que le Maroc avait signés avec l'Union européenne, particulièrement dans le domaine de l'agriculture, et un autre sur la pêche, sur les origines des produits de la pêche. Et que cette annulation est un acte juridique qui permet à la Commission européenne de mettre en stand-by ces accords, mais en fait ce sont des accords d'annulation, pour vous dire les choses telles qu'elles sont. Mais la Cour d'appel, la Cour européenne, a quand même un certain nombre de mécanismes qui lui permettent de revenir sur sa décision et surtout de se donner un temps de réaction qui lui permet d'abord de respecter la législation en vigueur, mais surtout de lui donner la capacité de revenir en arrière quand les intérêts de l'Union européenne l'exigent. Et c'est ce qui a été fait. Parce que quand une décision disons, de la Cour d'appel intervient comme cela, cela donne à la Commission européenne 2 mois pour pouvoir revenir et annuler effectivement les accords qui sont cités en référence. Alors, en ce qui concerne le Maroc, c'est une décision qui a été prise, c'est un acte qui a été enregistré il y a 1 mois, comme vous l'avez souligné, et le Maroc a réagi avec la Commission européenne dans le sens, d'abord, la partie marocaine a réagi de manière assez vigoureuse en disant que c'est un acte qui n'est pas correct, c'est un acte qui est irréfléchi, mais plutôt démagogique et politique. Et surtout idéologique, Driss Aissaoui, puisque, vous avez parlé tout à l'heure du pourvoi introduit par le Polisario. Comment des magistrats européens, déjà, peuvent accepter ce pourvoi d'une entité qui, juridiquement, en tout cas selon le droit international, n'existe pas? Oui, c'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas un pourvoi comme on le connaît pour les affaires juridiques ordinaires des personnes. C'est un pourvoi qui concerne des accords signés entre la Commission européenne et un pays tiers qui s'appelle le Maroc. Et ça a permis au Maroc d'avoir cette latence, cette possibilité de revenir en arrière, mais surtout de faire valoir les intérêts que le Maroc a avec l'Union européenne, parce que le Maroc a des intérêts extrêmement importants, d'autant plus que même une annulation, on va supposer, on va faire un raisonnement par l'absurde et supposer que l'annulation va intervenir tout de suite, le Maroc a toujours une possibilité de revenir en arrière et de signer d'autres accords, particulièrement avec des pays d'Asie, tels que l'Inde, la Chine ou le Japon ou la Russie, particulièrement
pour justement donner un nouveau souffle, un partenariat sur tous les produits de la pêche. Je ne parle pas de l'agriculture qui aujourd'hui devient un secteur stratégique et permet au Maroc de réfléchir autrement. Ou peut-être même se repositionner sur ces produits de la pêche en se positionnant notamment sur leur transformation et puis peut-être aussi revoir même ces accords-là dans le sens où ils pourraient être beaucoup plus bénéfiques côté marocain que ce qu'ils ne le sont aujourd'hui. Zakaria Aboudahab, justement, nous allons y revenir, oui, mais revenons sur cette décision. Alors comment concrètement, vous êtes donc un spécialiste du droit international, comment la procédure devrait-elle se dérouler dans les semaines à venir? Alors, merci d'abord de l'invitation. Par rapport à cette procédure, donc il faut d'abord rappeler que déjà en 2016, la Commission européenne et le Conseil de l'Union européenne avaient introduit un recours contre la première décision rendue en décembre 2015. Et l'objectif à l'époque, c'était de déterminer quelles étaient, on va dire, les défaillances ou les lacunes de la décision antérieure adoptée par le tribunal. Et l'appel a duré pratiquement un an. Donc, en 2016, décembre précisément, l'appel a été rendu. Il a, on va dire, cassé en termes judiciaires la décision antérieure, c'est-à-dire l'a rejetée tout simplement. Mais du point de vue du contenu, la Cour de justice de l'Union européenne, agissant en tant que cour d'appel ou en tant que cour de cassation, avait estimé que l'objet du recours introduit par le Polisario pratiquement n'existait pas. Alors, par conséquent, cela avait ouvert la possibilité d'engager entre les deux parties, le Maroc et l'Union européenne, des négociations pour reconduire évidemment les accords sectoriels contestés auparavant. Le premier relatif à la libéralisation des produits agricoles, le second concernant le secteur de la pêche. Alors, ce qui s'était produit précisément, et puis même le Parlement européen avait donné le feu vert pour l'entrée en vigueur de ces deux accords. Et après, on s'était, on va dire, surpris par un nouveau recours introduit, encore une fois par le Polisario, qui avait en fait estimé qu'il n'avait pas été plus ou moins associé à la conclusion des accords concernés. Donc, ce qu'on peut dire aujourd'hui, il y a déjà une jurisprudence qui fait date. Je crois que la Cour de justice de l'Union européenne, à partir de cette nouvelle procédure de cassation, va se fonder sur l'appel antérieur. Et j'estime que dorénavant, il faudra clore ce dossier une fois pour toutes. Et j'estime également que la question de l'incompétence de Polisario va être remise sur la table et permettre, encore une fois, aux deux parties d'aller de l'avant en ce qui concerne leur partenariat diversifié. Et justement, puisque vous parlez de ce partenariat, je rappelle cet extrait du discours de la Marche verte le 6 novembre dernier par le souverain. Le Maroc n'acceptera aucun accord commercial qui n'inclut pas le Sahara. 2 semaines plus tard, il y a eu ce recours de la Commission européenne par rapport à cette décision du tribunal. Une coïncidence d'agenda, professeur Aboudahab, et puis je poserai la même question aussi à notre analyste Sidrissa Essaoui. Je crois que Sa Majesté le Roi suit au jour le jour l'évolution de ce dossier qui est extrêmement sensible et stratégique pour le Maroc, bien entendu. Je crois qu'il y a un effet d'anticipation. Sa Majesté l'a bien dit lors du discours de la Marche verte du 6 novembre dernier 2021, dans lequel il a dit expressis verbis que le Maroc n'accepterait pas l'exclusion d'une partie de son territoire par rapport à de futurs accords. Il s'adressait non seulement en réalité à l'Union européenne, mais également à d'autres États potentiellement partis à un accord de libre-échange avec le Maroc, mais également à des groupements régionaux, que ce soit en Afrique ou ailleurs. Par conséquent, il est clair aujourd'hui qu'à la lumière de ce recours, de ce pourvoi en cassation introduit par la Cour de justice de l'Union européenne en date du 21 novembre dernier, la question et l'enjeu fondamental, c'est de préserver l'intégralité des deux accords, que ce soit au niveau de la pêche, que ce soit au niveau de la libéralisation des produits agricoles. Idrissa Essaoui, une réaction par rapport à cela et aussi par rapport à la diversification, vous l'avez évoqué tout à l'heure à juste titre, des partenaires commerciaux du Maroc, en plus bien sûr de maintenir ce partenariat, comme le disait professeur Aboudahab, stratégique avec les partenaires classiques et historiques.
C'est un acte politique de la part du Maroc, c'est-à-dire que le roi Mohamed VI sait très bien que ces discours sont suivis, que ce soit en Algérie, en Europe ou ailleurs, et quand il dit que nous ne ferons jamais un acte commercial, un partenaire commercial qui n'intègre pas les provinces sahariennes, cela veut dire beaucoup de choses. Et de toutes les manières, ce n'est pas un appel seulement aux amis, aux ennemis. On leur dit attention, ce que vous avez fait ne va pas nous toucher. Et c'est ce qui explique aussi cette attitude que le Maroc a de ne pas se faire des gesticulations du Polisario ou autre. De toutes les manières, le Maroc aujourd'hui, il a une nouvelle perspective ou de nouvelles perspectives en ce qui concerne son partenariat par rapport à la question de la pêche ou la question de l'agriculture. Nous avons des possibilités énormes et c'est ce qui explique que le Maroc a cherché à diversifier ses partenaires. On l'a remarqué avec la Russie, avec d'autres pays, d'autres régions du monde pour pouvoir justement donner de la valeur à ces échanges. Parce que la pêche et l'agriculture ne sont pas des secteurs simples, des secteurs sur lesquels on peut, faire une impasse. Non, l'agriculture et la pêche sont des secteurs stratégiques pour la sécurité alimentaire et du Maroc et de l'étranger. Et de toutes les manières, on ne pourra plus les considérer comme étant des secteurs, primaires, mais plutôt des secteurs qui peuvent être, dont les produits peuvent être transformés et la valeur ajoutée peut être introduite et travaillée de telle sorte à aller de l'avant et créer de nouvelles valeurs au niveau de ces secteurs. Donc finalement, le Maroc n'a pas souffert de cette action, de cette gesticulation. De toutes les manières, les gens du Polisario n'ont rien à faire que d'introduire des actions ici et là parce qu'ils ont un travail qui a été annoncé depuis un moment, c'est celui de surveiller ce que fait le Maroc, d'introduire des actions ici et là pour pouvoir le gêner. Mais le Maroc ne sera jamais gêné parce qu'il est chez lui, le Sahara, le Maroc est chez lui. Et d'ailleurs, ce qui s'est développé par ailleurs, avec les États-Unis, avec un certain nombre de pays africains, nous sommes aujourd'hui en train de construire un avenir que ni l'Algérie, ni le Polisario, ni les ennemis de l'unité territoriale du Maroc ne peuvent imaginer aujourd'hui. Oui, encore pour revenir à cette question de droit international, mais aussi au fonctionnement même de ces institutions européennes, qui fait quoi et qui décide de quoi, professeur Abou Dahab? Bien, alors, l'Union européenne fait partie, on va dire, d'un ordre juridique un peu particulier qui a été construit progressivement. On peut dire qu'à partir de 1951, avec la fondation de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, et au-delà. D'ailleurs, même la Cour de justice de l'Union européenne avait été instituée bien avant la fondation de la CE en 57. Donc, elle a été mise sur pied en 52. Donc, progressivement, avec les traités fondateurs, avec le droit dérivé, les traités fondateurs, le traité de Rome, l'acte unique de 85, le traité de Maastricht, Amsterdam, Nice, etc. Le dernier en date, c'est celui de Lisbonne. Le droit dérivé, c'est l'application même de ce droit européen, par exemple, qui est ordonné autour de la convergence réglementaire, qui renvoie à des problématiques comme les droits de l'homme, comme la libre circulation, etc. Je voudrais quand même émettre une remarque importante, c'est que le Maroc, depuis au moins 2008, s'inscrit dans un processus dit de rapprochement législatif et réglementaire pour permettre à notre pays d'accéder au marché communautaire et donc de bénéficier un peu des libertés qui fondent ce marché. Tout sauf les institutions, comme disait Romano Prodi il y a quelque temps quand il présidait au destiné de la Commission européenne. Maintenant, quelle est la relation entre cet ordre communautaire européen et le droit international? L'Union européenne dit que son ordre est autonome. D'accord? Donc, il s'autocontrôle, il a une certaine spécificité. Néanmoins,
Les juristes savent qu'il y a une sorte de superposition, une sorte de hiérarchie, parce que normalement, il faudra quand même remonter un peu au sommet de cet ordre mondial. Il y a ce qu'on appelle les normes du jus cogens qui sont impératives et que le droit européen lui-même ne saurait y déroger. Alors, ce qu'on peut dire du point de vue marocain, c'est d'abord comprendre la logique de ce droit européen et de l'anticiper, mais de comprendre aussi, je voudrais le souligner, que la Cour de justice de l'Union européenne, au regard du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, contrôle les actes émis par les institutions européennes, que ce soit la Commission européenne, que ce soit le Conseil de l'Union européenne, que ce soit la Banque centrale européenne, etc. Donc, ils doivent s'y conformer. Alors, par conséquent, on va dire que la marge de manœuvre est un peu étroite par rapport à ce recours qui vient d'être introduit, mais je ne pense pas que le Conseil de l'UE soutenu par la Commission européenne puisse se lancer dans une sorte d'aventure périlleuse s'ils ne savaient pas qu'en réalité, ils avaient des possibilités pour réajuster le tir, on va dire ça. Mais c'est un droit communautaire qui est quand même assez spécifique, qui crée des effets sur les pays partenaires comme le Maroc, mais il faudra anticiper désormais, en imaginant des scénarios potentiels, anticiper sur le déroulement de ce pourvoi qui pourrait prendre pratiquement une année. Très bien. Alors justement, puisque vous parlez que ça pourrait prendre une année, la décision a été déposée plusieurs semaines après en tout cas cet appel a été déposé plusieurs semaines après la décision du tribunal de première instance. Donc pourquoi, selon vous, Drissa Issaoui, et aussi par rapport au fonctionnement, justement, dans la foulée de la même question que je viens de poser à Zakaria Boudahab, dans la foulée du fonctionnement de ces institutions européennes, pourquoi ce timing ? Ce n'est pas un timing qui a été fait pour cette affaire-là. C'est un timing qui est introduit dans la règle de droit européenne qui permet à la Commission européenne de pouvoir se rétracter à chaque fois qu'elle a besoin de le faire. Parce qu'on le sait, tout ce qui est partenariat, tout ce qui est échange économique c'est pas un travail mécanique. Ça demande à ce que les responsables au niveau de l'Union européenne puissent avoir cette possibilité de réagir et de revenir sur un certain nombre de décisions. C'est ce qui a été fait. Le droit européen donne la possibilité de 2 mois pour pouvoir regarder, pour pouvoir voir venir les choses. C'est ce qui a été fait. On a 2 mois avant les 2 mois, c'est-à-dire 1 mois et quelques, le Maroc, l'Union européenne a introduit une action en justice pour revenir sur la décision qui a été prise. Mais de toutes les manières, les Européens le savent très bien. Le Maroc ne reviendra pas en arrière. Le Maroc cherchera à diversifier ses relations, son partenariat. Et de toutes les manières, tout ce qui touche au territoire des provinces sahariennes est quelque chose qui appartient à la souveraineté marocaine. Et le Maroc l'a dit, Mohamed VI, il l'a exprimé à plusieurs reprises, et particulièrement lors de la célébration de la fête de la marche verte, quand il a dit, à l'avenir, ceux qui veulent travailler avec nous doivent savoir que nous pouvons faire un partenariat économique que s'il introduit, on l'a dit tout à l'heure, les provinces sahariennes. Et le Maroc, il est là. On est dans cette logique. C'est intéressant que vous... ne changera pas. Oui, c'est intéressant que vous disiez cela. Justement, parmi les pays les plus touchés, si ces accords sont en effet annulés, eh bien, c'est l'Espagne. Or qu'on voit que la position espagnole reste quand même... Oui, c'est la position espagnole par rapport à cette question du Sahara reste toujours floue et sans audace, j'ai envie de dire. Pourquoi ? Est-ce que vous pensez que peut-être l'Espagne a pu jouer aussi un rôle dans cette décision d'annulation ou de cet appel d'annulation de la décision du tribunal ? Ou en gros, quels sont les autres pays ? Je parle de l'Espagne, il pourrait y avoir d'autres pays dont les intérêts peuvent être durement touchés, qui auraient pu jouer pour accélérer cet appel. D'ailleurs, écoutez, nous avons quelques 150 ou un peu plus d'unités de pêche qui opèrent dans les eaux marocaines dans le cadre du partenariat sur le plan de la pêche. Alors, les Espagnols n'accepteront jamais
que ces accords puissent être revus de manière autre. Donc finalement, il y a la pression espagnole qui vient de ce côté-là. Il y a la pression française, et il y a la pression d'autres pays européens qui n'accepteront jamais que le Maroc soit réduit à sa plus simple expression. Et c'est pour cela que, disons, à chaque fois qu'il y a une action qui va toucher à la souveraineté de la décision marocaine, il y a un certain nombre de partenaires qui viendront exprimer leur voix. Maintenant, il est vrai que le Polisario il parle au nom de ce qu'il appelle le peuple sahraoui, etc. Tout cela, toutes ces notions sont en train d'être revues, sont en train d'être révisées de manière fondamentale, et le Maroc exprimera, et il exprime encore toujours son attitude de ne pas accepter que, disons, sa vie ni son partenariat soient touchés par une quelconque décision administrative ou judiciaire. Et finalement, moi je pense que, vous allez voir, ce n'est pas quelque chose qui va remettre en arrière ou freiner les ambitions du Maroc. Au contraire, le Maroc ira de l'avant et il cherchera tous les partenariats qui lui permettront de valoriser ses produits et valoriser sa production. Et le Maroc est là pour justement, il a un appui, il a des appuis importants en Afrique, et en Europe et aux États-Unis. Très bien. Professeur Abou Dahab, aujourd'hui les 27, enfin ça ne date pas d'aujourd'hui, mais depuis quelques années, semblent ne pas accorder leur violon par rapport à certaines questions stratégiques qui concernent peut-être pas un, mais plusieurs pays. Comment, selon vous, cela risque de changer alors que la crise Covid est passée par là et on connaît les impacts et on connaît les dommages collatéraux que ça a sur les politiques étrangères de tous ces pays-là, notamment après le Brexit? Oui, tout à fait. Même à l'intérieur de l'Union européenne, vous savez, il n'est pas facile d'obtenir l'unanimité sur pas mal de questions. On voit par exemple la crise au niveau de la Biélorussie, la Pologne, en ce qui concerne les immigrés. Des problématiques qui sont complexes. Après le Brexit, bien entendu, l'Europe a semblé être un peu divisée. Il y a quand même quelques tensions. Et on ne parlerait même pas de la montée des souverainismes, etc. Mais je voudrais aussi, Madame Ihsan, rappeler que par rapport à la préparation du pourvoi en cassation, ça prend du temps. Vous savez, il faut d'abord préparer ce qu'on appelle les communications orales et écrites. Il faut désigner la formation qui va siéger au niveau de la chambre plénière de la Cour de justice de l'Union européenne, qui cette fois-ci interviendrait en second ressort, c'est-à-dire il y a en premier ressort le tribunal. Il faut donc que justement les arguments puissent être solides pour que justement la décision puisse être attaquée. Cela est extrêmement important. Deuxièmement, par rapport à l'Espagne précisément, je voudrais ici un peu atténuer les propos. L'Espagne serait plutôt favorable à un accord plein en ce qui concerne le secteur de la pêche, mais elle reste quand même assez réticente en ce qui concerne la libéralisation des produits agricoles. Et on le sait, quand il y a des tensions entre le Maroc et l'Espagne, les agriculteurs espagnols ne n'hésitent pas sur les moyens pour entraver le transport des marchandises relatives justement au secteur agricole. Ça, c'est très important. Mais je crois qu'il y a une intelligence marocaine, car la formulation de l'accord sur la libéralisation des produits agricoles est la suivante. Libéralisation des produits agricoles transformés, des produits de la pêche et du poisson. Donc là, on dit que potentiellement, en cas peut-être de non-reconduction de l'accord de pêche, on pourrait puiser au niveau de l'accord sur l'agriculture matière à réflexion en ce qui concerne la pêche pour effectivement permettre aux Espagnols de pêcher au niveau des eaux marocaines. Je sais qu'aujourd'hui, le contexte est différent au niveau de l'Union européenne. Nous ne sommes plus dans la configuration de 2012, lorsque l'accord sur l'agriculture a été adopté. L'Europe est aujourd'hui objet de tensions, par exemple au niveau de la France, les élections présidentielles de mai 2022, ça annonce déjà, donc il faudra déjà anticiper l'après-Merkel, etc., etc. Et même au niveau de certains pays européens, ils avaient constitué, comme la Hongrie, la Bulgarie, l'Autriche, de petites organisations pour adopter des mesures particulières en porte
à faux par rapport à Bruxelles et par rapport à Strasbourg. Alors, par conséquent, le Maroc devra, à mon sens, prendre acte de ces changements et de cette modification des lignes géopolitiques et anticiper une éventuelle, encore une fois, je l'ai dit, d'éventuelles surprises, pour ne pas dire autre chose. D'éventuelles surprises, notamment en ce qui concerne les partenariats commerciaux et économiques. Un dernier mot là-dessus, Idriss Essaoui, avant de passer à la deuxième partie. De toutes les manières, le Maroc, il est droit dans ses bottes par rapport à ces questions-là. On ne peut pas considérer. C'est vrai que l'Espagne est un peu plus, disons, a une sensibilité particulière par rapport à ses produits agricoles, parce que nous sommes concurrents sur un certain nombre de produits tels que la tomate ou d'autres produits primeurs qui posent un problème au niveau des échanges. Mais ce n'est pas la même attitude qu'il peut avoir quand on négocie avec un partenaire qui s'appelle le Maroc. Le Maroc a commencé son partenariat très tôt avec l'Union européenne, quand il s'agissait seulement d'une collaboration économique, technique avant. Maintenant, on a un partenariat, on a un statut avancé, et le Maroc n'est pas un simple pays avec lequel on peut traiter. Et aujourd'hui, le fait que le Maroc puisse revenir sur une attitude de révision, une attitude de regard sur ce que fait l'Union européenne est quelque chose d'important. Et je pense que nous avons aujourd'hui des lobbies qui travaillent pour le compte du Maroc, qui travaillent, qui décident. De toutes les manières, on retrouve des associations d'intérêt public au niveau d'un certain nombre de pays qui sont pour les questions marocaines, qui défendent la question marocaine et qu'aucun pays, aucune force ne pourra les infléchir sur ces attitudes-là. Et de toutes les manières, il est vrai que les acteurs économiques, que les agriculteurs, que les opérateurs au niveau des secteurs vont pouvoir agir dans un sens ou un autre, mais en fin de compte, il y a des réalités qui sont celles que nous connaissons tous aujourd'hui et qui fait que le Maroc y sera et devra être et devra rester le partenaire stratégique de l'Union européenne. Et ça va être complètement très, très, très difficile de revoir cette attitude, de revoir cette situation autrement. Très bien. Merci beaucoup. Restez avec nous, Idriss Essaoui. Je voudrais réitérer mes remerciements au professeur Zakaria Abou Dahab. Merci d'avoir été avec nous pour cette première partie. Toujours un plaisir d'échanger avec vous. Nous passons donc à la seconde partie. Merci. Nous passons à présent à la seconde partie et j'accueille professeur Ahmed Azerar, professeur d'économie en commerce international. Bonsoir professeur Azerar, merci d'être avec nous. Donc peut-être une réaction par rapport à cette visite. Donc le ministre délégué auprès du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères français en charge du commerce extérieur et de l'attractivité, Franck Riester, était en visite au Maroc les lundis 22 et mardi 23 novembre. Selon le communiqué de l'ambassade de France au Maroc, eh bien, ce déplacement s'inscrirait dans la continuité de la précédente visite du ministre il y a un an, qui était d'ailleurs son premier déplacement hors UE. Bon, professeur Azerar, d'abord, un état des lieux de relations Maroc-France, notamment après cet accord d'association signé en 2000. On rappellera quand même que c'est le deuxième client et le deuxième fournisseur du Maroc. On parle bien sûr de la République française. Oui, donc c'est une visite, je crois, qui vient à point nommé. Alors, les relations maroco-françaises, comme vous l'avez dit, sont séculaires, elles sont anciennes, elles sont solides, elles sont empreintes d'intérêts stratégiques mutuels importants, elles sont en équilibre et en développement depuis, bien entendu, l'accord. Et puis également, elles sont basées depuis quelques années sur des secteurs industriels assez importants qui ont donné non seulement un flux de commerce et d'investissement encore plus important, mais qui également, pour le Maroc, équilibrent davantage la balance commerciale et le déficit, ce qui est important naturellement parce que pour le Maroc, qui a aussi ses besoins de développement, je crois que la France est un partenaire
qui comprend et également qui agit de manière globale sur des relations qui sont aussi bien politiques, qui sont géostratégiques, qui sont régionaux, qui sont humains, qui sont culturels, qui sont également de développement de capital humain. Et ça, c'est important. Alors, prenez par exemple, à titre de comparaison, les relations commerciales avec la Chine. Alors, elles sont à sens unique avec la Chine. Donc, nous importons énormément sans que ce pays n'achète naturellement de produits marocains, alors que c'est l'inverse. Donc voilà, donc c'est un contexte, il me semble aujourd'hui nouveau et de continuité, puisque c'est un contexte qui vient dans un nouveau gouvernement marocain. C'est naturel qu'il puisse y avoir une connaissance entre les hommes déjà, qu'on puisse s'assurer sur la continuité. Ça vient aussi après quelques chahuts que nous avions enregistrés cet été et dont vous avez parlé auparavant, donc concernant cette décision incompréhensible et politiquement incorrecte du Parlement, du tribunal européen, qui s'est emmêlé un petit peu les pinceaux et qui a considéré qu'une poignée d'indépendantistes vivant sur le sol voisin sont beaucoup plus importants que les centaines de milliers de Sahraouis qui vivent sereinement, qui vivent leur développement, qui vivent leur quotidienneté et leur avenir dans leur pays et en développement humain. Voilà. Donc Oui. c'est une... c'est une Oui, prise professeur de contact, Azzerar. Oui, il y a un autre contexte. Certes, c'est une prise de contact. Et il s'agit aussi d'un autre contexte. Vous avez parlé de différents contextes. Il y a ce contexte aussi qui a fait couler beaucoup d'encre, qui a créé un peu de tension, notamment dans le milieu des affaires marocains. Cette question de durcissement des octrois de visa par la France, donc cette visite du ministre Reister, intervient aussi dans ce contexte-là. Vous voyez, la diplomatie marocaine n'a pas réagi violemment à en comprenant que c'est une conjoncture électoraliste, politicienne interne d'un pays partenaire, et ce problème n'est pas du tout un problème stratégique, si vous voulez, au Maroc, mais malheureusement, il gêne énormément l'état d'esprit des hommes d'affaires marocains, des exportateurs, importateurs marocains, des étudiants marocains, des touristes marocains, etc., des touristes, donc, et tout ce flux. Donc nous comprenons naturellement que l'on puisse de l'autre côté poser ce problème qui empeste, à mon sens, les débats politiques franco-français, mais que nous comprenons donc de loin, naturellement, mais nous comprenons aussi que les intérêts stratégiques et l'évolution démographique de nos deux pays ne pose vraiment pas le problème de nos transferts et de nos échanges humains dans le bon sens de l'avenir du développement de notre partenariat. Très bien. Alors l'immigration marocaine est traitée de manière de main de maître par le Maroc, de manière stricte, de manière partenariale, comme elle est également liée à cette question naturellement de sécurité. L'immigration clandestine est traitée de manière rigoureuse par le Maroc. Donc nous ne nous considérons pas dans cette situation pour laquelle un certain nombre de politiques français élèvent la voix. Ça ne nous concerne pas. Et les intérêts maroco-français sont davantage à situer dans un échange serein, aussi bien de matière, de finances, mais également d'échanges humains. Il n'y a qu'à prendre le nombre d'étudiants marocains qui suivent leurs études en France aujourd'hui, les Français qui vivent chez nous et qui passent leur retraite de plus en plus de manière sereine chez nous. Donc pour comprendre un peu. Et puis aussi, il y a les besoins tout simplement de la France en main-d'œuvre qualifiée, en main-d'œuvre formée,
en main-d'œuvre qui vient normalement travailler ou commercer ou investir en France. Il n'y a qu'à voir le changement aujourd'hui de la nature du partenaire marocain, qui est aujourd'hui, les Marocains sont les premiers investisseurs africains dans le commerce et dans les investissements français en France. Donc les discours d'hier, les discours passéistes qui voyaient les Marocains comme étant des preneurs d'emplois français, ce sont des discours passéistes et donc ça ne nous concerne pas. Il faudrait qu'on travaille ensemble dans le sens des colocalisations qui sont aujourd'hui... Nous y venons. Ce sont des discours passéistes, certes, mais ce sont des slogans aujourd'hui de campagne électorale, malheureusement, vous l'avez évoqué. Donc, je voudrais faire réagir, bien sûr, notre deuxième invité, Sidris Essaoui, par rapport à cette question du durcissement d'octroi de visas et leur impact sur la solidité, peut-être même, de ce partenariat historique entre le Maroc et la France, ce partenariat bilatéral, économique, social, culturel, et j'en passe. C'est une attitude tout à fait compréhensible par rapport au contexte que les Français sont en train de vivre. Mais si on voit une autre trajectoire, la trajectoire du partenariat économique, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'une société comme Safran est là au Maroc. Elle est en train de développer l'industrie aéronautique. Nous avons Renault qui a développé une usine extraordinaire dans la zone d'activité du port Tangemed. Nous avons également l'opérateur Peugeot qui a installé dans la zone d'activité à côté de Kenitra son usine pour les voitures. Nous avons un certain nombre d'opérateurs du CAC 40 qui sont installés ici et qui 34. prennent des décisions. 34 sur 800. Absolument, qui sont très bien ici et qui prennent des décisions. Donc on ne peut pas, c'est-à-dire il est vrai que la France a dû prendre un certain nombre de décisions. Vous avez parlé des visas imposés à un certain nombre de pays comme l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, etc. Mais de toutes les manières, ce sont des décisions qui sont conjoncturelles, qui sont liées à une conjoncture particulière. Et vous avez raison de dire qu'il y a des raisons électoralistes. Aujourd'hui, nous sommes à la veille des élections présidentielles en France et parmi les grands sujets qui sont posés aujourd'hui, vous avez l'immigration. Et le Maroc n'est pas du tout concerné par cette immigration dont parle Éric Zemmour ou nous, les autres, les gens disons de l'extrême droite. Aujourd'hui, le Maroc est plus un pays qui fait de l'équilibre au niveau démographique qu'autre chose. Nous avons beaucoup d'investissements français qui sont là et qui font, d'ailleurs, si on revient par exemple à une question, un investissement comme celui de Maroc Télécom. Le Maroc Télécom, quand il y avait un investissement majoritaire français, c'est grâce au Maroc que la société qui était là, qui était chez nous, a pu sauver ses meubles. Et aujourd'hui, nous avons une présence en Afrique qui fait, pâlir les opérateurs français. Et nous sommes obligés, et les Français savent qu'il faut qu'ils agissent autrement avec le partenaire marocain, d'autant plus que c'est eux qui sont avec nous sur toute la ligne de la défense des intérêts, de l'intérêt territorial du Maroc, que ce soit pour la question du Sahara ou autre chose. Alors maintenant, si on est en train de parler de politique franco-française, il est vrai qu'il y a un certain nombre de difficultés pour lesquelles le Maroc... Alors, je voudrais juste rappeler autre chose. Le Maroc est l'un des pays qui a le plus donné à la France en matière de gestion de la question religieuse. Qui c'est qui forme les imams qui opèrent en France? C'est le Maroc. C'est un institut marocain. Comment on échange sur tous les groupuscules qui sont très actifs au niveau de la région du Maghreb, c'est le Maroc. Donc on ne peut pas l'oublier. Et à chaque fois qu'on a essayé de toucher à cet équilibre, il y a eu quand même des levées de boucliers assez importants et qui a fait que le Maroc ne s'est jamais laissé faire
parce qu'il y avait un problème interne, une résonance par rapport à une problématique interne à la France. Nous avons toujours réagi de manière bilatérale, de manière proactive avec la France, avec les pays européens. Mais la France, elle a avec le Maroc des relations de haut et de bas, de va-et-vient. C'est l'histoire qui le dit. Mais le Maroc est aujourd'hui un pays qui a fait sa carrière, qui a fait ses actions, et aujourd'hui, il se positionne autrement à la coopération internationale, mais particulièrement par rapport à l'Afrique. Le Maroc est un pays qui a une présence différente de celle que le Maroc, disons, tous les partenaires étrangers savaient sur le Maroc. Aujourd'hui, le Maroc en Europe, en Afrique, il est perçu comme étant l'un des pays libérateurs, l'un des pays qui développe un discours militant pour les pays d'Afrique, et ils sont avec le Maroc et ils le défendent. Très bien. Bon, alors, vous avez parlé, professeur Azerar, de relocalisation. On parle aussi, surtout à la veille de ces élections, du Made in France. D'ailleurs, ce ministre du Commerce extérieur et de l'attractivité, Franck Riester, a parlé aussi de relocalisation. Donc, comment tout cela est-il possible alors que le discours tend plus vers le Made in France que la relocalisation du Made in France, ou en d'autres termes, comment développer même ce concept de Made with, et en l'occurrence Made with Maroc? Vous savez, la France et le Maroc ont pratiquement à leur échelle respective les mêmes problématiques aujourd'hui post-Covid. Alors, nous avons naturellement vécu les difficultés que les chaînes logistiques nous ont imposées, les difficultés que nous continuons à vivre tous ensemble, donc en ce qui concerne l'approvisionnement, les problèmes de fret, les problèmes également d'écologie, d'hygiène, problèmes de dépendance, etc. Tous ces problèmes, nous les vivons ensemble et nous pouvons les résoudre ensemble. Donc il y a un ensemble de problématiques que nous devons et que nous pouvons traiter ensemble parce que nous avons réuni des avantages comparatifs, des avantages compétitifs qui peuvent s'adjoindre les uns aux autres pour résoudre ces problèmes. Et donc le raccourcissement, les colocalisations peuvent être faites aujourd'hui dans un ensemble de secteurs nord-sud, c'est-à-dire France-Maroc, mais aussi France-Maroc, Afrique subsaharienne. Donc c'est une problématique aujourd'hui qui est traitée, qui est connue, qui s'expose très bien, et certainement donc les ministres qui sont parlé donc ces 2 jours passés en ont certainement défriché un certain nombre de perspectives concrètes sur lesquelles on peut travailler. Alors que ce soit dans la continuité de l'industrie automobile, aéronautique, électronique, etc., mais aussi agroalimentaire, textile, également pharmaceutique. Donc il y a énormément de possibilités sur lesquelles aujourd'hui. Alors l'écologie aujourd'hui est une problématique également essentielle sur laquelle le partenariat peut également travailler, sur lesquels nous pouvons... Alors, l'énergie dont nous souffrons mutuellement, eux et nous, aujourd'hui, c'est aussi un secteur sur lequel on peut travailler. Et le Maroc, aujourd'hui, peut demander des choses d'un niveau, puisque le niveau aujourd'hui et l'étape dans laquelle le Maroc est aujourd'hui une étape supérieure. Alors, l'étape supérieure, aussi bien dans son modèle de développement aujourd'hui nouveau, qui doit se baser sur une énergie nouvelle, sur une énergie écologique, sur des secteurs écologiquement viables, mais également aujourd'hui sur une attractivité qu'on peut construire nord-sud en complémentarité entre la France et le Maroc, mais également en direction de l'Afrique subsaharienne. Et ça, nos amis français le savent aujourd'hui. Les opérateurs économiques en discutent aujourd'hui de manière concrète et sont en train, il me semble, aujourd'hui de travailler dans ce sens. Peu importe ce que pensent un certain nombre de politiciens aujourd'hui qui ne sont pas qui sont en train de travailler sur un fonds de commerce souverainiste
qui est aujourd'hui aussi chez nous posé, mais qui peut développer dans un certain nombre de secteurs énormément de choses, tant pour développer le Made in France que pour développer aujourd'hui le Made in Maroc aujourd'hui, mais de manière complémentaire. Alors nous souffrons aujourd'hui d'un problème aujourd'hui qui est le capital humain. Aujourd'hui, les Européens comme les Américains sont en train de nous saigner à blanc en nous soutirant nos compétences formées chez eux ou formées chez nous, qui sont aujourd'hui en train d'émigrer parce qu'on leur miroite des conditions matérielles meilleures sans les conditions naturellement, tout simplement de meilleure vie qu'ils peuvent avoir chez nous. Les Français le savent aujourd'hui, ils sont saignés aussi, puisque un ensemble de compétences françaises sont en train de vivre. La première communauté française vit à Londres, comme aujourd'hui l'Australie attire, les États-Unis bien entendu toujours. Nous souffrons également de la mer. Alors pourquoi ne pas développer aujourd'hui, puisque nous avons déjà la première communauté d'étudiants et de compétences marocaines qui est en co-vie, en vie mutuelle entre la France et le Maroc, pourquoi ne pas travailler sur cette communauté commune pour qu'on puisse développer et monter en chaîne, pour qu'on puisse développer ces chaînes de valeur courtes, écologiques, hygiéniques, qui développent une valeur ajoutée commune euro-maroco-africaine. Il y a aujourd'hui une capacité d'agir à ce niveau que nous devons développer et qui ne demande qu'à être exploité aujourd'hui. Tout le monde le sait, il faut qu'on y travaille. Très bien, donc le ministre Franck Riester, vous le disiez, est là pour rencontrer les membres du nouveau gouvernement, mais aussi les membres du patronat qu'il connaît bien et d'ailleurs qui n'ont pas hésité à exprimer leur mécontentement par rapport à ce durcissement de l'octroi des visas. Driss Aissaoui, il y a aussi une autre nomination, on ne parle pas ici de gouvernement mais de diplomatie, celle de l'ancien ministre de l'économie et des finances, Mohamed Ben Chaboun, en tant que représentant diplomatique, donc ambassadeur du Royaume du Maroc à l'Hexagone. Oui, c'est une bonne chose pour la continuité, notamment, et aussi pour l'avenir de relations économiques, puisque c'est un homme d'économie et surtout de finances. Si vous regardez un tout petit peu, vous voyez que l'ancien ambassadeur, qui est aujourd'hui le ministre de l'Éducation, est là. L'ancien ministre des Finances, il a été nommé à sa place à Paris, ce qui est extraordinaire parce que ce sont deux personnalités qui ont une continuité dans la formation, dans la manière de voir les choses. Donc finalement, c'est une continuité dans le développement du sentier de croissance que le Maroc a déjà commencé à avoir. Et la capitale Paris n'est pas n'importe quelle capitale, c'est une capitale importante parce que d'abord, il y a un certain nombre de changements, de choses qui interviennent à Paris et qui ont un impact quelque part au niveau de la vie publique au Maroc. Et finalement, notre ambassadeur à Paris apportera pour les Français et pour les Marocains tout ce qu'il faut comme mécanisme pour pouvoir aller de l'avant. Et aujourd'hui, on vient de le dire, on a le patronat marocain, le patronat français sont véritablement rodés à cette mécanique. On ne va pas revenir en arrière et dire que peut faire la France, que peut faire le Maroc. On sait ce qu'ils doivent faire. Aujourd'hui, la France a besoin de redéfinir sa politique africaine et le Maroc peut l'aider dans ce sens-là. Pourquoi ? Parce qu'il y a des liens culturels, il y a des liens cultuels qui ont été développés sur des siècles et des siècles par le Maroc. Et le Maroc, il est comme un poisson dans l'eau, dans la sphère africaine. Et si la France veut revenir en Afrique, elle peut revenir à travers des partenariats comme celui qu'elle a avec le Maroc. Et on ne peut plus discuter de ce que devra être le Maroc, de ce que devra être l'industrie marocaine, parce qu'on sait ce que c'est que le Maroc, ce qu'il peut faire. C'est vrai que nous avons des étudiants
aujourd'hui à différents niveaux qui sont présents en France. Il y a d'autres qui ont été pratiquement volés au marché marocain. Pourquoi ? Parce qu'on leur a dit, écoutez, venez chez nous, on va vous donner. Mais il y a tellement de changements aujourd'hui au niveau des sphères sociales, des sphères économiques, que les Marocains et les Marocaines vont préférer rester chez eux. Pourquoi ? Regardez tout ce qui se fait au Maroc. Depuis une vingtaine d'années, nous avons des structures, des infrastructures tout à fait comparables à celles qu'on trouve en Europe. Il y a par exemple l'hôpital Avicenne que l'on construit à Rabat est quelque chose d'extraordinaire, avec toutes ses potentialités, avec toutes ses possibilités, les autoroutes et j'en passe. Donc finalement, les jeunes cadres marocains trouveront des choses à faire chez eux au lieu d'aller chercher des choses ailleurs en France ou en Europe, parce qu'il est beaucoup plus difficile de pouvoir justement s'installer dans ces pays, et surtout par rapport aux familles, par rapport à la culture, par rapport à l'histoire et à la géographie de ces gens-là. Et de toutes les manières, les Marocains vont s'acclimater à tout ce qui va se présenter à eux, à tout ce qui se fait pour eux et même contre eux, ils savent le faire. Merci beaucoup Drissa Issaoui. Merci d'avoir été avec nous, d'avoir répondu à nos questions et pour l'ensemble de vos éclairages. Et mes remerciements aussi à professeur Ahmed Azirar. Peut-être un dernier mot avant de vous dire au revoir, professeur Azirar, sur l'avenir, en quelques mots, en 2-3 mots, sur l'avenir de ce partenariat bilatéral entre Rabat et Paris. Je crois que déjà la France est le premier investisseur au Maroc. L'AFD et le Maroc ont défini ces dernières années quelques axes qui sont éminemment importants pour le Maroc. Aujourd'hui, nous avons une phase beaucoup plus avancée dans nos besoins de financement. Le nouveau modèle de développement est tributaire d'un financement nouveau. Et je crois que Sibn Chaboun en France va travailler sur cette question, puisque l'attractivité marocaine est aujourd'hui, donc se joue à ce niveau. Elle est mutuelle, elle est partenariale entre la France et le Maroc sur les deux marchés, sur le marché marocain qui est en grande évolution et sur les marchés subsahariens. Maintenant, Ben Chaboun aussi est un homme de banque. Et les banques marocaines sont bien implantées en Afrique subsaharienne. Je crois que c'est aussi un travail sur lequel le partenariat franco-marocain, franco-afro-marocain peut avancer. Dans le sens d'une colocalisation dans des secteurs porteurs pour les deux pays. Merci beaucoup. Merci professeur Azirar, professeur en économie et en commerce international. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Voilà, c'est la fin de Questions d'actu. Très bonne soirée.